Juin 1958. Enlisée depuis 4 ans dans la guerre d'Algérie dont la France est lasse, la 4e République s'effondre, rappelle De Gaulle comme un sauveur. Les solutions successives qu'il propose du « je vous ai compris » de juin 58 à l'Algérie algérienne de juin 60, en passant par la paix des braves et l'autodétermination, ont fait long feu. Et je le crois, s'est-elle déjà levée. Vive la République, vive la France! Alors, par référendum, le 8 janvier 61, le général obtient plein pouvoir pour faire la paix. Ni le putsch des généraux, ni les fureurs meurtrières de l'OAS ne l'arrêteront plus. En mars 62, après de laborieuses prémices, des pourparlers s'engagent à Évian entre la France et le FLN. Côté français, les principaux négociateurs sont les ministres De Broglie, Jox et Buron. La délégation du FLN est conduite par Belkacem Krim. La question du Sahara et de ses gisements de pétrole et de gaz naturel, où la France a investi d'énormes budgets, s'avère le problème le plus épineux. Le FLN a revendiqué le Sahara dans sa totalité. Il n'avait pas beaucoup d'illusions sur la possibilité de l'obtenir. Et je pense qu'une des erreurs fondamentales de la France a été d'admettre cette position. Le Sahara n'avait jamais été algérien, ni avant, ni après 1830, ni à aucun des stades de l'histoire de l'Algérie. On a cédé beaucoup trop rapidement à la suite de l'appréciation erronée que les négociateurs d'Évian ont porté sur leurs interlocuteurs et sur les chances de la négociation. Enfin, ils ont toujours fait prévaloir l'idée qu'il n'y avait aucune espèce de possibilité de réussite de la négociation si on ne cédait pas sur tous les points. Un certain nombre de gens qui jouaient un rôle actif dans la négociation d'Évian étaient tout à fait exagérément pressés d'aboutir. Le général l'était aussi, mais on lui a donné très vigoureusement l'impression que c'était une des clés de la réussite de la négociation, alors que d'autres possibilités s'ouvraient, et que même un certain nombre de pays riverains du Sahara avaient manifesté tout à fait ouvertement leur préférence pour une autre solution, une espèce de condominium franco-africain sur l'ensemble saharien, facilitant l'ensemble du développement de cette partie de l'Afrique, ce qui aura en même temps permis à la France de conserver des sources pétrolières à l'origine de la découverte desquelles elle était directement. Je n'ai jamais très bien compris comment pouvait marcher une unité économique qui était travaillée par des forces aussi centrifuges. Beaucoup de solutions ont été apportées. Même les militaires, nous sommes nous apporter un projet des militaires, un projet de sortie par avion. C'était inimaginable. Pour exporter du pétrole, il faut un port. Or, le Sahara algérien n'a pas d'autre port que ceux d'Algérie. Et à partir du moment où le Sahara n'avait pas d'issue sur la mer, la souveraineté d'Alger sur le Sahara, à mon avis, ne pouvait pas durablement être mise en cause. Toujours est-il que De Gaulle et son gouvernement, pressés, certains disent manipulés par les négociateurs d'Évian, cèdent sur toute la ligne. L'accord est signé le 18 mars 62. Le lendemain, le cessez-le-feu est proclamé. L'Algérie a obtenu pleine souveraineté sur le Sahara et ses richesses, moyennant quelques garanties relatives au pétrole qui seront bientôt oubliées. Le traité d'Évian maintient, quoique sous la souveraineté algérienne, des droits français et même les droits de certains de nos associés au Sahara. Un traité postérieur négocié par Olivier Wormser, qui était directeur des affaires économiques au Quai d'Orsay, a modifié notre présence en Algérie en créant une association coopérative avec la société algérienne, et jusqu'en 71, nous avons pu exploiter dans le cadre de ce traité. Après l'indépendance de l'Algérie, nous nous sommes trouvés en possession de plusieurs sociétés françaises, les unes assez grosses comme la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, d'autres plus petites, et chacune d'entre elles était incapable de figurer internationalement. En outre, des rivalités injustifiées stérilisaient une partie de l'activité des dirigeants.
Mais il y avait quand même un potentiel d'hommes tout à fait remarquables, tout à fait compétents, un potentiel de matériel qui pouvait être utilisé en recombinant tout cet ensemble, en lui donnant de l'homogénéité. On pouvait en faire une des toutes premières compagnies mondiales. J'ai donc proposé au président Pompidou, en septembre 1964, de procéder à cette opération qui a débouché sur la création du groupe ELF. Et le 1er janvier 1966, le groupe ELF a été créé, Pierre Guillaume en a été nommé président. Il était le seul homme qui pouvait fédérer cet ensemble humain de premier ordre de cette époque. La Société nationale des pétroles d'Aquitaine, qui disposait de gisements de lac et qui avait un énorme cash flow, s'était déjà organisée en société de plein exercice. Et dans la première forme que nous avons donnée au groupe ELF, nous lui avons laissé sa personnalité. Et nous sommes attachés surtout à fusionner tout le reste du dispositif, tout en ménageant un rapprochement progressif qui a été achevé lorsque le groupe ELF a pris sa forme actuelle en 1975 ou 1976. Au début des années 60, l'industrie pétrolière italienne vit des moments difficiles du fait de la fermeture du canal de Suez et de l'arrêt de la production en Irak. Trouver assez de brut pour faire tourner les gigantesques raffineries et le réseau de distribution internationale dont il a doté l'Italie devient l'obsession permanente d'Enrico Mattei. Pour s'en procurer, il va en pleine guerre froide braver le bloc occidental et traiter avec les soviétiques. L'incident du pétrole russe a éclaté dans les années 60. Il s'est déclenché en 59, puis s'est poursuivi avec des rebondissements de plus en plus grotesques jusqu'à fin 60. Les soviétiques s'efforçaient alors de reprendre pied sur le marché européen et offraient du pétrole à des prix beaucoup plus bas que les autres pays producteurs. Mattei, qui en manquait dramatiquement et qui nourrissait de nouveaux plans de développement pour ses entreprises, trouva tout à fait logique d'en acheter aux conditions les plus avantageuses. L'affaire présentait un autre intérêt. Les soviétiques acceptaient d'expédier des flots de pétrole à bas prix et d'acheter en échange d'impressionnantes quantités de biens de consommation et d'usines clés en main. L'offre était trop belle pour être refusée. Mattei disait, on m'accuse de mener, moi, la politique étrangère de l'État italien, mais je suis obligé à le faire car on ne fait pas une politique étrangère. Il se déclarait un serviteur de l'État, même si son action, ce n'était pas l'action d'un serviteur de l'État. Il y avait une énorme contradiction dans ce qu'il disait et dans ce qu'il faisait à ce propos-là. Son contrat avec les Russes provoqua une vraie levée de boucliers dans les pays occidentaux. Mattei dut affronter une opposition politique extrêmement dure et fut accusé de miner l'unité du bloc occidental. Il fut obligé de faire face à une cascade de procès intentés par l'OTAN et par l'OCDE à Paris contre ce contrat. Parce qu'on le cataloguait comme un homme de gauche, et parce que l'Italie était alors considérée comme le maillon faible du système de défense sud-européen de l'OTAN, cette hostilité représentait pour lui une menace qu'il ne pouvait traiter à la légère. Mattei, pourtant, surmonta habilement cette crise parce que dans les structures politiques italiennes, il occupait une situation inexpugnable dont nul ne pouvait plus le déboulonner. Pour les Italiens, il est devenu un héros national, à la fois parce qu'il baisse le prix des carburants et ose défier directement les sept sœurs. Enrico Mattei est devenu la bête noire des grandes compagnies. D'abord parce qu'il écoulait du pétrole soviétique acheté en dessous du prix, ensuite parce qu'il les concurrençait auprès des Arabes avec des contrats plus avantageux. Sur les marchés d'Europe que la Standard Oil s'efforçait de dominer en pratiquant des baisses, Mattei lui cassait le travail avec son pétrole russe, meilleur marché. Il nous a fait perdre bien des affaires à nous et aux autres compagnies avec son pétrole soviétique. Il pratiquait un vrai dumping.